Bonjour, pour ce deuxième cours en ligne, donc sur le chapitre 2, on va commencer à parler des nombres complexes. Donc on aura pour une heure d'amphi, donc on ne va pas traiter tout le chapitre dans cette vidéo, mais juste une partie de ce chapitre. Alors, les nombres complexes. D'où ça vient? Alors, on l'a vu au chapitre précédent, les équations de la forme ax au carré plus bx plus c, qu'on appelle aussi équation de second degré, égale à 0, j'ai oublié la fin de l'équation, n'ont pas toujours de solution. Dans le cas, donc on calcule le discriminant de delta qui vaut b carré moins 4ac, et on a vu que dans le cas où delta est strictement négatif, il n'y a pas de solution qu'on va appeler réelle. Pourquoi? Si vous vous souvenez de la petite démonstration que j'avais faite, qui n'était pas obligatoire de regarder, dans le cas où delta est négatif, il n'y a pas de racine réelle, on ne peut pas calculer de racine carrée à ce nombre grand delta. Et du coup, l'idée, et ceci est équivalent à dire que l'équation x au carré égale moins 1 n'a pas de solution réelle. Et l'idée, ça va être, ok, il n'y a pas de solution à l'équation x carré égale moins 1 dans le monde des réels, on va inventer, entre guillemets, un autre monde. On introduit d'abord, pour ça, un nouvel élément qui n'est pas un nombre réel, on le note i, et on l'appelle nombre imaginaire, et elle vérifie l'égalité i au carré égale moins 1. Donc dire que i vérifie l'égalité i au carré égale moins 1, ça veut bien dire que i est solution de l'équation x au carré égale moins 1. Et c'est donc à partir de ce i qu'on va construire des nombres complexes. Alors nous commençons par quelques définitions, et par définir ce qu'on appelle la forme algébrique d'un nombre complexe. On appelle nombre complexe tout nombre z de la forme z égale a plus ib, où donc i c'est ce fameux nombre qu'on vient d'inventer, qui vérifie i au carré égale moins 1, et a et b sont des réels. Donc attention, pour construire les nombres complexes, on utilise a et b des réels. On note grand C, comme ça, l'ensemble des nombres complexes, et autrement dit, c'est l'ensemble des nombres z qui s'écrivent sous la forme a plus ib, avec a et b des réels. Donc ab appartient à r, comme ça carré, ça veut dire que a appartient à r et que b appartient à r. Donc autrement dit, j'insiste bien là-dessus, a et b sont des nombres réels, et i c'est le nombre que l'on a inventé qui vérifie i au carré égale moins 1, le nombre imaginaire. Cette écriture, z égale a plus ib, est appelée la forme algébrique de ce nombre complexe z. Le nombre a est appelé partie réelle, on note souvent rz, donc le nombre a qu'on appelle partie réelle est un réel, et le nombre b que l'on appelle partie imaginaire de z, que l'on note iz ou imz, est également un réel. Donc attention, première faute dans laquelle il ne faut pas tomber, première erreur classique, la partie imaginaire d'un nombre complexe est un nombre réel, il s'agit du b qui est ici. Donc j'insiste, je répète, la partie imaginaire, le b qui est ici, est un nombre réel. On l'appelle partie imaginaire parce que c'est le nombre réel qui va avoir le i à côté de lui. Et donc c'est bien ça qui va dénoter le fait qu'un nombre soit un nombre complexe parce que j'ai ce ib plutôt que juste un nombre réel quand j'ai uniquement le a. Donc les parties réelles et imaginaires nombres complexes sont des nombres réels, je vais insister là-dessus, je le redis. Et si c'est un réel quelconque, alors je peux écrire x sous la forme x plus i fois 0. Et donc je peux dire que dans ce cas-là, c'est un complexe de parties réelles x et de parties imaginaires 0. Et en voyant ça, on peut dire que, en particulier, les réels, l'ensemble des réels est inclus dans l'ensemble des complexes. Autrement dit, si vous voulez, on peut toujours voir un réel comme un complexe en disant que sa partie imaginaire est nulle. Quelques propriétés. Donc je suppose je considère z et z' deux nombres complexes. Si ces deux nombres complexes sont égaux, z égale z', si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Ça veut dire quoi cette équivalence si et seulement si, ça marche dans les deux sens. Donc si z égale z', alors partie réelle de z et partie réelle de z' sont égales, partie imaginaire de z et partie imaginaire de z' sont égales, mais la réciproque est également vraie, c'est-à-dire si j'ai deux nombres complexes qui ont la même partie réelle et la même partie imaginaire, alors forcément ces deux nombres complexes sont égaux. Autre propriété, j'en ai parlé juste avant, z est un nombre réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. Donc si je considère un nombre qui a priori est complexe, et que je montre que sa partie imaginaire est nulle, ça veut dire que ce nombre, en vrai, c'est un réel. Et on peut aussi avoir un nombre complexe sous la forme appartenant à IR, ça veut dire quoi appartenir à IR? Ça veut dire s'écrire sous la forme I fois B. Autrement dit, ça veut dire que la partie réelle est nulle, et on dit alors que Z est un imaginaire pur. Donc un imaginaire pur, c'est un nombre complexe dont la partie réelle est égale à 0. Vraiment, c'est un peu de vocabulaire. On continue dans le vocabulaire avec une définition. Je considère un nombre complexe z écrit sous forme algébrique, a plus ib, donc avec a et b réels, je vous rappelle dans ce cas-là. On définit le conjugué de z, que l'on note z bar, donc z avec une barre par-dessus. Et ce conjugué, ça va consister à passer de a plus ib à a moins ib. Donc ça correspond à changer de signe la partie
imaginaire. Donc le conjugué d'un nombre complexe, je garde la même partie réelle, mais je change de signe pour la partie imaginaire. Du coup, on a une petite propriété qui est que si je fais z bar bar, je retombe sur z. C'est logique, hein. Vous faites une première fois z bar, une première fois le conjugué, vous passez de a plus ib à a moins ib. Si je reprends le conjugué de ce nombre complexe ici z bar, je passe de a moins ib à a plus ib. Donc je reviens au z initial, ce qui est normalement assez logique et assez intuitif. Si je prends deux complexes quelconques, le premier je l'écris a plus ib, le second je l'écris a' plus ib', alors on peut calculer la somme. Comment ça va fonctionner la somme? Vous ajoutez les parties réelles entre elles, les parties imaginaires entre elles. Vous pouvez voir ça en vous disant que vous faisiez factoriser par i, je le disais maintenant, les règles de développement et de factorisation que vous connaissez pour les réels fonctionnent également pour les complexes. Et on peut aussi faire le produit z fois z', ça va donner cette forme-là. Comment ça fonctionne? En fait, vous développez terme à terme et vous n'oubliez pas que i au carré est égal à moins 1. Je vous le redémontrerai sur un exemple, ce sera plus simple. Il n'y a pas besoin de connaître cette formule par cœur. Ce qu'il faut, c'est être capable de calculer un produit de complexe de façon simple. Et pour ça, il suffit juste de développer, comme vous feriez un développement avec des réels de façon totalement classique. Donc, je vous ferai une vidéo pour ce type d'exemple pour que vous voyez comment ça marche. Justement, des exemples. Alors, je prends ici le nombre complexe 2 plus 2i. Si vous prenez son conjugué, je vous rappelle, ça consiste à transformer la partie imaginaire, la changer de signe. Donc le conjugué de 2 plus 2i, ça va donner 2 moins 2i. Et pareil, si vous prenez ce coup-ci 2 moins 2i, vous prenez son conjugué, ça revient encore une fois à changer le signe de la partie imaginaire. Donc le moins 2i, vous changez son signe, ça va devenir plus 2i. Et donc ici 2 plus 2i. Pour la somme de deux nombres complexes, il suffit de faire partie réelle, vous les additionnez, et partie imaginaire, vous les additionnez aussi. Ça donne quoi en fait, de façon pratique? Faites donc ici 1 plus i plus moins 2 plus 3i. Vous allez additionner 1 avec moins 2. 1 plus moins 2, ça donne moins 1. Et enfin, vous allez additionner i avec 3i. Et i plus 3i, ça donne plus 4i. Et pour le produit, je vous ferai une petite vidéo, parce que là, à l'oral, ce ne sera pas facile à expliquer. Donc je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment calculer ce produit facilement. Vous avez ici les résultats, mais vous aurez une vidéo qui sera dans, alors je vais l'appeler démonstration 1 en fait. Même si c'est un exemple, je vais le mettre dans démonstration 1, où je vous démontrerai aussi quelques petites formules de ce premier paragraphe de ce chapitre. Donc remarque que j'ai dit avant, mais je réinsiste là, donc tout ce qui est factorisation et développement, ça marche aussi, et du coup aussi identité remarquable. Donc les identités remarquables que vous connaissiez pour les réels sont aussi valables quand on manipule des complexes. Du coup, un peu de vocabulaire supplémentaire. Donc comme pour les réels, si vous avez un nombre complexe z, alors moins z est l'opposé de ce nombre complexe. Ce qui veut dire que si vous faites z plus moins z, vous trouvez 0. Donc là, c'est la même règle que pour les réels, du coup, il n'y a pas de piège ou d'interrogation à avoir. De même, si je prends un complexe z non nul, je note z moins 1 ou 1 sur z, l'inverse de z. Que signifie que 1 sur z est l'inverse de z? Ça veut dire que si je fais z fois 1 sur z, je retombe sur 1. Pareil, la même règle que pour les réels, à ce niveau-là, il n'y a pas de nouveauté, pas de piège. Une propriété supplémentaire, si vous considérez deux nombres complexes z et z' et n un entier relatif, ça veut dire soit positif, soit négatif, alors quand vous faites premièrement le produit z fois z bar, vous trouvez a carré plus b carré, où je vous rappelle que a c'est la partie réelle et b c'est la partie imaginaire. Pourquoi cette formule elle est en rouge ici? Parce qu'on va énormément l'utiliser et donc je vous invite vraiment à la connaître par cœur et à la retrouver facilement. Pour la retrouver, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment on retrouve cette formule. Si vous faites le conjugué d'une somme, donc z plus z' bar, en fait ça revient à faire la somme des conjugués. Autrement dit, z bar plus z' bar. De façon visuelle, c'est assez direct en fait, vous pouvez distribuer le z ici, la barre ici dans votre parenthèse. Pour le produit, z fois z' le conjugué, même règle, ça donne z bar fois z' bar. Pareil, vous pouvez distribuer ici votre barre au niveau des parenthèses. Enfin, autre propriété, si vous avez z puissance n et que vous voulez prendre son conjugué, donc z puissance n bar, vous pouvez faire dans l'autre sens, c'est-à-dire faire d'abord le conjugué de z, z bar, et ensuite faire le tout puissance n. Donc ces règles qui fonctionnent bien pour la somme, donc pour l'addition, pour la multiplication, en fait ça marche aussi pour la division, c'est-à-dire vous prenez 1 sur z, le tout bar, donc le conjugué de 1 sur z, vous pouvez distribuer, ça fait 1 sur z bar. Et pareil, z sur z' le tout bar, vous pouvez distribuer et vous trouvez z bar sur z' bar. Enfin, on peut dire qu'avec cette propriété, en utilisant les conjugués, un nombre z est réel si il est égal à son conjugué, si z égale z bar,
Autre propriété, je vous ferai une petite vidéo, mais ça se démontre très facilement. Quand vous faites z plus son conjugué, donc z plus z bar, vous trouvez 2 fois la partie réelle de z. Et si vous faites ce coup-ci z moins son conjugué, z moins z bar, vous trouvez 2 fois i, partie imaginaire de z. Donc c'est deux propriétés, je vous ferai une petite vidéo, donc dans DEM 1 toujours. Ce sera des petites propriétés comme ça très rapides, où je vous remontrerai ces formules pour que si vous ne voulez pas les apprendre par cœur, vous montrez comment les retrouver en 2 secondes, en 2 lignes. Deuxième partie de ce chapitre sur les nombres complexes, la forme trigonométrique. Alors, je vous ferai une autre vidéo que j'appellerai DEM 2, où je vous dessinerai un plan complexe et je vous ferai des petits dessins pour vous expliquer un peu mieux. Donc là, je vous le dis à l'oral assez rapidement, mais vous aurez une vidéo au tableau où je vous expliquerai de façon plus détaillée ce qui va suivre. Donc d'abord, comme ça, juste à l'oral comme ça. On considère Z un nombre complexe, écrit sous forme algébrique, A plus IB, et je vais considérer, en fait, je vais me placer dans le plan, donc R croix R, R2, le plan que vous utilisez depuis toujours pour tracer des fonctions, et je vais considérer le point qui aura pour coordonnées A et B. Donc A sera la partie réelle de Z, et B la partie imaginaire de Z. Et bien, dans ce cas-là, on va dire que Z est l'affixe du point M de Z. Et ça va être quoi l'intérêt de considérer ce point? Ben, ça va être que là, si je considère Z un nombre complexe, je vais appeler le module de Z la norme du vecteur du plan OMZ. Et on note comme ça Z avec des barres autour, comme la valeur absolue pour un réel. On va noter la même notation pour le module d'un complexe. On a la formule suivante. Le module de Z, c'est la racine de A carré plus B carré. Cette formule est automatique, si vous vous souvenez de la définition de la formule pour la norme d'un vecteur à 2 coordonnées, donc 2 dimensions. Si je suppose que mon complexe est non nul, on va aussi définir l'argument de ce nombre complexe, donc qui est comme une mesure en radians. Je vous rappelle qu'ici, quand on va considérer des angles, on ne considérera que les radians, jamais les degrés, mais que les radians, c'est beaucoup plus pratique en maths. Donc une mesure en radians de l'angle orienté, I, où I c'est votre vecteur de base, et du vecteur OMZ. On note argument de Z, l'argument de Z. Donc remarque encore une fois, j'insiste, je vous ferai une vidéo pour que vous puissiez visualiser ça de façon plus claire, parce que là à l'oral, je me doute que ça ne va pas être évident. Vous aurez une vidéo explicative en plus de cette partie-là. Et je vais insister sur un point. J'ai dit on appelle argument et j'ai dit on note l'argument. Ça sous-entend qu'il n'y en a qu'un seul argument. Alors normalement, en général, quand on fait des maths, on choisit entre l'un de ces deux choix. Soit on suppose que l'argument est entre 0 et 2π, soit on suppose qu'il est entre moins π et π. Et en disant ça, on peut bien dire qu'il y a un seul argument. Dans ce cours, parce que c'est vraiment très pratique et que mon but c'est que vous ayez une notion pratique des complexes pour que vous puissiez l'utiliser facilement dans les autres matières, mais en fait, plutôt que faire un choix sur l'une de ces deux conventions, je vais valider les deux. Donc, c'est pas rigoureux à 100%, mais c'est beaucoup plus pratique et ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc, ce qu'on va dire, quand je parlerai d'argument, il faudra soit donner une valeur entre 0 et 2π, soit entre moins π et π. Je validerai les deux. Si vous mettez ce genre de choses dans vos copies, je validerai les deux, parce que les deux sont très très pratiques à manipuler et donc très utiles en pratique. Donc pareil, je vous rappelle, petite vidéo pour vous expliquer tout ça plus en détail. Du coup, on peut observer que si je considère Z un nombre complexe écrit sous la forme A plus IB, que je note ρ son module, donc qui va être strictement positif, vu que c'est une distance, strictement positif si je considère que mon complexe est non nul, et que je prends l'argument θ, je me fixer entre 0 et 2π pour fixer les idées, alors, pareil, sur la petite vidéo, j'expliquerai que grâce à des formules élémentaires de trigonométrie que vous avez vues au collège, on pourra trouver directement que la partie réelle A s'écrit sous la forme ρ fois cosinus θ, et que la partie imaginaire B s'écrit sous la forme ρ sinus θ. Et de ce fait, si vous réécrivez ici le A plus IB, on va remplacer A, vous remplacez par ρ cosinus θ, B, vous remplacez par ρ sinus θ, et vous factorisez par ici le module ρ, et vous obtenez cette forme-là. Cette forme qui est ici, on l'appelle la forme trigonométrique du nombre complexe Z. Petite remarque, je reviendrai là-dessus plus tard à la fin de ce chapitre, on peut observer que du coup, la tangente de θ peut s'écrire sous la forme B sur A. Donc quand vous avez l'argument d'un complexe, sa tangente s'écrit sous la forme B sur A. Je vous en dis un petit peu plus dès maintenant. On verra dans les chapitres suivants où on étudiera les fonctions, la fonction réciproque de la fonction tangente, qu'on appellera arctangente, et vous pourrez donc, dans les autres matières, calculer l'argument d'un angle avec cette formule arctangente de B sur A. Pourquoi dans les autres matières? Parce que en maths, moi je vous donnerai des choses précises. Quand vous faites arctangente de B sur A, vous tombez sur une forme arrondie,
et que moi, mon but, ce sera que vous ayez des résultats précis pour vous apprendre à manipuler le cercle trigonométrique. Donc en maths, j'accepterai pas cette formule, mais je vous l'ai mise ici parce que dans d'autres matières, vous l'utiliserez qu'elle sera pratique. Je vous en dirai plus là-dessus en TD et aussi dans le chapitre suivant. Donc un exemple, comment écrire, passer de la forme algébrique d'un nombre complexe, ici 1 plus racine de 3i, sous forme trigonométrique. Je vous mets ici la solution et je vous ferai une petite vidéo que j'appellerai exemple 1, où je vous détaillerai comment on fait les calculs pour ce genre de choses. Des propriétés supplémentaires. Alors, je considère ici un nombre complexe z et z' un nombre complexe non nul. Donc C étoile, ça veut dire tous les nombres complexes sauf 0. Premièrement, le module est toujours positif ou nul, et le seul moyen qu'il soit égal à 0, c'est que ce nombre complexe, que le complexe que vous considériez, soit égal à 0. Je vous rappelle, le module, c'est la distance de l'affixe de votre nombre complexe à l'origine. Donc c'est assez intuitif de dire que si cette distance est égale à 0, c'est que vous êtes collé à l'origine, et l'origine, c'est le point 0. Autre propriété, quand vous considérez le module de z, z', c'est le produit des modules. Il n'y a pas de piège, module de z fois module de z'. C'est assez utile en pratique, on le verra dans l'exemple suivant. Les inégalités triangulaires, alors je vous l'ai mis pour que mon cours soit complet, ça on ne va pas beaucoup utiliser en pratique. On l'utilise beaucoup quand on fait ce que j'ai envie d'appeler des vraies maths, donc des choses un peu plus poussées. Mais en pratique, cette inégalité ici, on ne va pas vraiment l'utiliser. Mais je vous l'ai quand même mise pour que ce soit complet. Donc, cette propriété, c'est bien de l'avoir en tête. Le module de z est égal au module de son conjugué. Et si vous faites z fois z', vous tombez sur le module de z au carré. Ça, on va pas mal l'utiliser aussi, notamment quand on va faire quelques manipulations avec les nombres complexes. Autre propriété sur les modules. Module de 1 sur z', c'est 1 sur le module de z'. Et enfin, module de z sur z', c'est le module de z sur le module de z'. Donc on voit ici qu'en termes de multiplication et de quotient de division, il n'y a pas de souci avec les modules. Par contre, quand on fait des sommes, on n'a pas d'égalité. Module de z plus z', ce n'est pas égal à module de z plus module de z', c'est juste inférieur ou égal. Donc attention, dans le cas d'une somme, je n'ai pas égalité ici. Plus généralement, ces formules-là, si je veux avoir plus que 2 complexes, ça marche aussi. Si je fais le produit de k complexes différents, et je prends le module, ça revient à faire le produit de mes k modules. Et de même, si je fais la somme de k complexes différents et que je prends le module, c'est inférieur ou égal à la somme des modules de mes k complexes. Donc pareil, cette formule, on ne va pas l'utiliser en pratique. Celle-ci, c'est pour que vous ayez en tête que quand vous avez un produit de plusieurs complexes, vous pouvez toujours séparer pour le calcul des modules. Exemple que je vous ferai sur une vidéo, donc vous calculerez le module de 4i et le module de 5 plus 25i. J'en dis pas plus, je vous ferai une vidéo pour cet exemple. D'autres propriétés. Alors, sur les arguments ce coup-ci. Donc là, on a vu les propriétés sur les modules. Là, on va voir les propriétés sur les arguments. L'argument d'un produit, argument de z fois z', ça va donner la somme des arguments. Avec ici, vous avez un crochet de pi, ça veut dire modulo de pi. Qu'est-ce que ça signifie? Je l'expliquerai pareil sur une vidéo, ça sera plus visuel. Mais je vous l'explique déjà à l'oral et après sur une vidéo. Ce que ça signifie, c'est que si vous vous souvenez bien du cercle trigonométrique, vous pouvez faire des tours, vous retombez au même endroit. Quand vous êtes sur un cercle, si vous faites un tour complet, vous retombez au même point, à votre point initial. Et il se trouve que, si vous vous souvenez bien, quand on a vu un peu de trigonométrie, faire un tour complet, c'est faire un tour de 2π. C'est un angle de 2π, un tour complet. Et donc, ce que signifie cette égalité avec le modulo 2π, ça veut dire que cette égalité est vraie à un tour complet de 2π près. Si vous voulez, du coup, ce que je veux dire par là, je vais être plus précis, si vous utilisez cette égalité ici, et vous tombez sur un argument qui n'est pas compris entre 0 et 2π, ni entre moins pi et pi. Parce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser le fait qu'en tournant dans le cercle, je reviens au point de départ pour faire plus ou moins 2π ou 4π ou 6π pour vous ramener un nombre complexe, enfin un argument entre 0 et 2π ou entre moins pi et pi. Rassurez-vous, ça va paraître très abstrait pour le moment, on fera des exemples en TD pour que vous puissiez visualiser ça mieux que juste comme ça. Même genre de remarque, donc je insisterai plus sur cette notion de modulo 2π. Pour l'argument du conjugué, c'est moins l'argument de z modulo 2π. L'argument de 1 sur z, c'est moins l'argument de z aussi. Et l'argument de z sur z', c'est l'argument de z, moins l'argument de z', toujours modulo 2π. Donc, je redis quand même, modulo 2π, ça veut dire que vous avez le droit de faire des tours complets dans votre cercle. Et on peut généraliser ces formules au cas où il y a plus de 2 termes dans votre produit. Dernière propriété pour les arguments, c'est que si vous avez
l'argument de z puissance n, ça donne n fois l'argument de z, toujours avec cette sorte de modulo de pi, c'est-à-dire que vous pouvez faire des tours complets dans votre cercle. Cette dernière propriété nous permet d'obtenir la formule de Moivre ici. Cosinus θ plus i sinus θ puissance n, ça vaut cosinus nθ plus i sinus nθ. Cette formule de Moivre, vous n'allez pas beaucoup l'utiliser comme ça directement. En fait, vous allez l'utiliser sans vous en rendre compte, mais c'est la base pour pouvoir définir ce qu'on appelle la forme exponentielle d'un nombre complexe. Et justement, c'est la troisième partie de ce chapitre, et on va la faire, et on s'arrêtera à la fin de cette partie pour cette première vidéo sur les nombres complexes, vu que là vous avez qu'un amphi d'une heure, donc on n'aura pas le temps d'une heure de tout faire. Donc on s'arrêtera là à la forme exponentielle. Qu'est-ce que la forme exponentielle? Donc on va poser, donc c'est une définition, pour tout réel θ dans R, justement pour tout réel θ, on va considérer exponentielle i θ qui va être cosinus θ plus i sinus θ. Donc on définit ici un exponentiel complexe, il y a un i ici dans l'exposant de votre exponentielle, de cette façon-là. Si vous reprenez la définition de la forme trigonométrique d'un nombre complexe, vous obtenez alors que un nombre complexe est écrit sous la forme ρ exponentielle i θ. Parce que je vous rappelle que la forme trigonométrique, c'était ρ facteur de cos θ plus i sin θ, c'est-à-dire ce que vous avez juste là. Et donc, la forme, quand vous avez la forme trigonométrique, si vous remplacez cos θ plus i sin θ par exponentielle i θ, vous allez obtenir ce qu'on appelle la forme exponentielle du nombre complexe z. Donc ici, ρ exponentielle i θ. Petit exemple pour vous montrer comment on passe de forme algébrique à forme exponentielle. Donc pareil, je ferai une petite vidéo pour faire ça. Cette vidéo s'appellera exemple 3. Et des propriétés sur cette forme exponentielle. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi on a pris les notations précédentes. Enfin, si vous êtes habitué à manipuler des exponentielles, vous allez comprendre pourquoi on a pris la définition des précédentes. Pour commencer, avant tout, le module d'un exponentiel iθ, d'un exponentiel complexe, c'est toujours égal à 1. Je reviens un tout petit peu en arrière. Pourquoi cela? Parce que quand vous calculez le module, ça va vous donner cos carré θ plus sin carré θ. Et si vous vous souvenez de vos formules de trigonométrie, cos carré θ plus sin carré θ, ça vaut toujours 1. Donc ça justifie le fait que le module d'un exponentiel θ est égal à 1. Une autre façon de voir ça, et si vous arrivez à comprendre ça, vous aurez déjà gagné beaucoup de choses au niveau des complexes. Je vous le répéterai pas mal de fois en TD, mais si vous comprenez dès maintenant, ça sera tout bénéfique pour vous. L'idée, c'est de vous dire qu'un exponentiel iθ, c'est un nombre complexe qui est sur le cercle trigonométrique. Dire que son module est égal à 1, ça veut dire qu'il est sur le cercle de rayon 1, et donc sur ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Donc si vous arrivez à visualiser tous les nombres complexes de la forme exponentielle iθ comme un nombre sur un cercle trigonométrique, ça vous facilitera grandement la compréhension des nombres complexes. Propriété suivante, si vous faites exponentielle iθ fois exponentielle iθ', vous allez trouver que ça vaut exponentielle iθ plus θ'. Ça vient des formules qu'on avait sur l'argument des nombres complexes. Si vous faites exponentielle iθ et que vous prenez son conjugué, c'est naturellement, ce qu'on a envie de faire, c'est passer de iθ à moins iθ, on a le droit. Il n'y a pas de piège, vous avez le droit de faire ça directement. De même, si vous faites 1 sur exponentielle iθ, vous trouvez exponentielle moins iθ, et si vous faites exponentielle iθ sur exponentielle iθ', vous trouvez exponentielle i facteur de θ moins θ'. Autrement dit, les formules que vous connaissez sur les exponentielles réelles, en termes de somme, d'addition, de produit, elles sont également valables pour les exponentielles complexes. Donc il n'y a rien de nouveau. Si vous connaissez déjà ces formules pour les exponentielles réelles, vous pouvez également les appliquer pour les exponentielles complexes. L'exponentielle iθ à la puissance n, ça va donner exponentielle inθ. Ça vient en fait de la formule de Moivre qu'on a vue avant, que vous n'avez pas besoin de connaître par cœur, parce qu'en fait vous allez l'utiliser sous cette forme-là ici, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitive. Et enfin, quand est-ce que deux exponentielles complexes sont égaux? Si leurs arguments, leur θ, ici donc exponentielle iθ égale exponentielle iθ', si θ' vaut θ à 1, 2 cas pi près, c'est-à-dire si je peux refaire des tours dans le cercle trigonométrique. En fait, ce sont toutes ces propriétés qui sont là, qui justifient le fait que on ait adopté la notation exponentielle iθ pour la valeur cos θ plus i sinus θ. Et pour terminer cette section, les formules de l'air qui vous disent qu'on peut écrire cos θ sous la forme exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2 et sinus θ sous la forme exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Alors, je vous rassure tout de suite, je pense que ça a dû vous paraître assez abstrait et totalement horrible pour le coup, uniquement à l'oral comme ça, que je vous présente les nombres complexes. Rassurez-vous parce qu'il y aura deux choses. Premièrement, des petites vidéos d'exemples que je vais me filmer au tableau et que je vais vous donner en parallèle de ce cours qui vous aideront. Et
au-delà de ça, en TD, on va avoir le temps en présentiel, donc en se voyant, de bien pouvoir échanger là-dessus. Je vous explique bien comment ça fonctionne et qu'on puisse bien manipuler ensemble les complexes pour que ça vous paraisse moins horrible que ça n'y paraisse. Pour le coup, permettez-moi cette petite blague, les complexes, c'est pas si complexe que ça, c'est pas si difficile que ça. Si vous faites l'effort d'essayer de manipuler, d'essayer de comprendre, et que vous écoutez bien en TD, rassurez-vous, ce ne sera pas si compliqué que ça. Même si là, je pense, ça a pu paraître horrible pour certains. Donc on arrête cette première vidéo sur les complexes, qui correspond en gros à 1 heure d'amphi, et vous aurez une seconde vidéo pour votre amphi suivant. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis au revoir.